Euh, Merci. Et aussi, si vous pouvez désactiver vos micros tout au long du webinaire. Si vous avez des questions, vous avez un onglet discussion chat sur votre fenêtre Zoom où vous pourrez poser vos questions et puis on fera un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire, ou peut-être au fil de l'eau, selon comment on s'organise. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Céline Henck et Julien Bourrette, donc deux apiculteurs de la région. Donc, Céline Henck, apicultrice en Ariège, et Julien Bourrette dans l'Hérault. Et donc, ils vont nous partager leur expérience par rapport à leur gestion de cheptel et discuter de comment ils pratiquent le comptage et comment ils réagissent lorsque les seuils sont assez critiques en début de saison et également plus tard dans la saison. Donc avant de commencer, je vais faire quelques rappels quand même sur Varroa rapidement, ainsi que sur la méthode de comptage de Varroa pour 100 abeilles, donc la méthode de comptage de Varroa phorétique qui est utilisée par Céline et Julien. Et puis ensuite, Céline et Julien vous partageront leur expérience. Donc, c'est important d'avoir quand même, de bien connaître l'abeille quand on a des colonies, mais également de bien connaître Varroa pour mieux lutter contre. Et donc, le Varroa, c'est donc un parasite de la famille des tiques qui parasite Apis mellifera, initialement qui parasitait sa cousine asiatique Apis cerana. Et il va se reproduire dans le couvain, ce varroa. Et on va distinguer deux phases dans son cycle. Donc la phase de reproduction dans le couvain et la phase de phorésie, donc lorsqu'il est sur abeille adulte. Et cette phase de phorésie, donc, qui va être comptée par la méthode de comptage de varroa pour 100 abeilles, de varroa phorétique pour 100 abeilles, n'est que la face émergée de l'iceberg. Et donc cette surface-là va avoir un ratio qui peut varier au cours de la saison, mais qu'on estime à peu près à 80%, non, pardon, à 20% de phorésie sur l'ensemble de la population de varroa au cours de la saison. Donc, en fait, c'est la quantité de couvain qui va faire varier ce ratio phorésie et varroa dans le couvain. Au cours d'une saison, la population de varroa va suivre une dynamique exponentielle. Et en fait, on va avoir vraiment des soucis pour la survie de la colonie dès lors qu'on dépasse une certaine zone critique. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de seuil aujourd'hui, mais qui dit seuil dit compter. Et c'est important d'avoir cette vision un petit peu du niveau d'infestation de ces colonies pour réagir à temps et pouvoir anticiper les problèmes de surinfestation. Et ces problèmes de surinfestation peuvent arriver plus ou moins tôt dans la saison, notamment en fonction de la quantité initiale de varroa au redémarrage. On voit ici sur ce graphique différents scénarios, donc en fonction du niveau d'infestation initiale. Et dès lors, selon qu'on commence avec 50 varrois, 100 varrois ou 500 varrois en sortie d'hivernage, et on voit que le seuil critique d'infestation va être plus ou moins précoce et donc va impacter clairement la production de miel et voire même la survie de la colonie au cours de la saison. Donc, plusieurs paramètres vont faire varier, en plus de cette quantité initiale de varroa, plusieurs paramètres vont pouvoir faire varier le fait d'atteindre ce seuil critique d'infestation et aussi la précocité de la saison. Plus la colonie démarre tôt l'élevage de couvain, plus le varroa va pouvoir se reproduire précocement. La durée aussi de la saison. Avec le changement climatique, on va avoir des saisons de plus en plus longues, donc il faut se méfier de varroa qui peut au final avoir plus de cycles de reproduction au cours d'une saison et donc
potentiellement des populations plus importantes. Il va y avoir différents types de mielés aussi qui peuvent impacter sa dynamique au cours de la saison. La génétique des colonies, selon la génétique, vont avoir des comportements de ponte plus ou moins importants et donc plus ou moins de potentiel de reproduction de varroa également. Et l'environnement du rucher va aussi jouer un rôle dans les ressources et le comportement de la colonie et du coup indirectement sur la dynamique des populations des varrois. Donc, on va parler de seuil, là. Donc, tous ces, on considère deux types de seuils. Le seuil économique, donc, qui va affecter la production de miel, et le seuil sanitaire, qui va mettre en péril vraiment la survie de la colonie. Donc, l'idée, c'est de ne pas arriver à ce déclenchement de signes cliniques et d'anticiper, en fait, grâce aux méthodes de comptage, ces seuils sanitaires. Et donc, on va avoir différents facteurs qui vont pouvoir faire varier ces seuils. En fait, ce n'est pas des valeurs absolues systématiques. Le contexte géographique, temporel, populationnel, génétique va être important à considérer. Donc, on ne va pas avoir le même seuil au mois de mars qu'au mois d'août, parce qu'on faut garder en fait ces dynamiques exponentielles. Donc, en début de saison, il faut vraiment être assez drastique et avoir des niveaux d'infestation très faibles, parce que si on a déjà de forts niveaux d'infestation, on se dirige tout droit vers la catastrophe en termes de développement du parasitisme dans les colonies. Donc, quelques rappels également donc, sur les méthodes la méthode de comptage. Et tout d'abord, ça passe par l'échantillonnage. Donc, on considère que pour un rucher de plus de 20 colonies, donc on a ce tableau issu d'une publication de Lee en 2010. Donc, on considère pour avoir une vision à peu près représentative du niveau d'infestation au sein d'un rucher, il faut à minima compter 8 colonies pour des ruchers de plus de 20 colonies. Et sinon, moins on a de colonies, plus cet effort d'échantillonnage est faible, mais ce qui n'empêche pas, si on le peut, de faire des comptages exhaustifs et du coup d'avoir un suivi plus à l'échelle de la colonie que du rucher. C'est encore mieux en termes de suivi d'infestation et d'anticipation. Et donc, à partir de cet échantillonnage, on va pouvoir déterminer une infestation moyenne à l'échelle du rucher et puis évaluer si la pression parasitaire est homogène ou hétérogène, et ce qui va pouvoir permettre de s'adapter en termes de pratique, d'itinéraire technique sur son rucher. Donc, pour revenir donc à notre webinaire, donc Céline et Julien pratiquent le comptage, mais essentiellement sur cette phase de dispersion via la méthode de comptage phorétique. Donc, on va vraiment faire un focus sur cette méthode. Après, on peut trouver toutes les autres méthodes de comptage, donc que ce soit sur l'ange, les chutes naturelles, le comptage dans le couvain, donc qui est vraiment plus fastidieux encore. On avait fait un webinaire l'année dernière pour décrire toutes ces méthodes, donc on peut retrouver ce webinaire en ligne, mais il y a aussi pas mal de tutos sur Internet pour s'approprier ces méthodes si vous voulez. Mais on va vraiment parler plus précisément du comptage de varroa phorétique aujourd'hui. Et donc tout d'abord, le prélèvement, donc il consiste à prendre à peu près 300 abeilles, donc ce qui correspond à 42 grammes ou à peu près 15 centilitres d'abeilles qu'on va prélever sur couvain grosses larves, donc au stade L5, juste avant qu'il y ait operculation. C'est à ce stade-là que varroa en fait va s'immiscer dans les cellules pour sa reproduction. Et on considère donc 0,14 grammes le poids d'une abeille pour, à partir d'une pesée, déterminer la quantité d'abeilles prélevées. Et donc, bien sûr, on évite de prendre la reine, mais selon les méthodes, ça aura une incidence plus ou moins importante.
En effet, il y a différentes, en gros, deux types de comptage de raffoirs éthiques, les méthodes létales, donc à l'alcool ou au détergent. Donc, on va sacrifier ces abeilles pour avoir des estimations plus précises. Mais donc, il existe aussi les méthodes non létales. Donc là, si on prend la reine, c'est un peu moins grave. Donc, la méthode au dioxyde de carbone ou au sucre glace. Et donc, avec des facteurs de correction donc de 1,4 pour le dioxyde de carbone ou 1,1 pour le sucre glace, car c'est des méthodes un peu moins précises. Il va y avoir aussi un contexte de prélèvement qui va faire qu'on peut choisir plus ou moins cette méthode, une méthode plutôt qu'une autre, en conditions de mielé notamment. Donc, quand on a des grosses populations, la ponction d'abeilles va être un peu moins préjudiciable pour la colonie. Mais c'est surtout qu'on va avoir aussi des valeurs qui seront beaucoup moins fiables si on veut compter au CO2 ou au sucre glace. Quand on pratique ces comptages, les abeilles vont régurgiter le nectar qu'elles ont dans le jabot et donc on va être amené à sous-estimer la quantité de varroa présent dans l'échantillon, que ça va coller un peu dans tous les sens. Et donc, ils vont moins bien tomber et puis on va moins en compter. Donc, c'est un petit peu le comptage optimiste, mais on ne va pas forcément pouvoir s'adapter vraiment au contexte au niveau de parasitisme de ces colonies. Donc, on estime qu'on peut il y a 4 périodes de comptage vraiment clés, mais rien n'empêche de réaliser ces comptages tout au long de la saison pour suivre ces niveaux d'infestation. Donc, ces 4 périodes clés de comptage, c'est la sortie d'hivernage. L'objectif, c'est vraiment d'être à 0 varroa% abeilles, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de varroa dans la colonie. On a toujours des varrois dans les colonies, mais qu'on ne peut pas le détecter. Mais en tout cas, ça assure de pouvoir démarrer la saison sereinement sans avoir des niveaux d'infestation critiques tôt au printemps. Ensuite, on a le début d'été, qui est notre période clé, pour évaluer si on peut envisager des mielées plus tardives ou s'il y a un risque imminent de surinfestation. Et sinon, les 2 dernières périodes, donc c'est en fin d'été, en fin de saison de production, avant traitement et après traitement. Donc, ce qui permet d'adapter son traitement, sa stratégie, et donc après traitement, d'évaluer si le traitement en question appliqué a été efficace ou non. Mais du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Céline et Jean-Louis, qui vont parler plus précisément de leur pratique, comment ils ont intégré le comptage au sein de leur gestion de cheptel. Et donc, Céline, si tu as ton micro ouvert, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Céline Henck, je suis en GAEC avec mon conjoint en Ariège. Et voilà, donc on est installé depuis 2012 en apiculture biologique et aujourd'hui, on a atteint notre rythme de croisière et on tourne avec 350-400 colonies. Voilà, des ruchers de 50 ruches, transhumants. On est en zone de montagne, donc exclusivement sur des mielés de fleurs sauvages. Et dans nos vallées, on fait 7 mielés, dont une mielée tardive qui est la bruyère calue. Donc on a un atelier d'élevage sur l'exploitation avec une 50aine de nucléides fécondation. On achète des cellules royales. On fait féconder nous-mêmes, mais aussi on achète quelques reines directement à un éleveur de reines. Alors, plus précisément pour le comptage, nous, on a vraiment remis en question notre gestion du varroa sur l'exploitation à cause des mortalités assez récurrentes, puisque depuis qu'on s'est installé, on a un taux de mortalité qui est toujours autour des 25 et 30%.
Du coup, on avait commencé un petit peu le testage avec un peu en pointillé, mais vraiment l'année dernière, en 2022, on a décidé de faire des comptages de varroa phorétique sur notre cheptel. Comptage qu'on a décidé de faire pour la première année de façon systématique sur toutes nos ruches en sortie d'hiver. Alors, du coup, voilà, merci. La diapo suivante, ça va me guider un peu. Je reviendrai un peu après sur le comptage, mais en temps normal, le fameux varroa, comme on est en bio, on pratique depuis plusieurs années l'encagement de rennes l'été. Et au décagement, on fait une pulvérisation d'acide oxalique. Puis l'hiver, Peut-être on refait préciser, un passage Céline, la d'expérience. pulvérisation, parce que c'est pas forcément... c'est juste dire que c'est une variante du dégoûtement, en fait. Tu peux juste expliquer comment tu fais la pulvérisation. C'est le même médicament, sauf qu'au lieu de prendre une seringue, c'est un shit, quoi. Ah, ça a bloqué, là, non? Allô, quelqu'un m'entend? Oui, moi je t'entends, mais on a perdu effectivement Céline, je pense. Si, on vous entend. On t'entend, oui. Ouais, c'est Céline qui a... Ouais, je suis de nouveau là. Céline, c'est toi? Excusez-moi, je suis Ok. là. Je crois que je vais couper la vidéo parce que ça bug peut-être avec la... Je demandais Alors juste oui, si tu voilà, pouvais donc je préciser disais la pulvérisation. que du coup, et on fait aussi un traitement hors couvain l'hiver. Comme on est en zone de montagne, on a... On a des problèmes de connexion. Ouais, comme on est en montagne, on n'a pas de connexion. En attendant que ça revienne, du coup, on disait qu'elle réalise un dégoûtement à base de médicaments à base d'acide oxalique en hiver, lorsqu'on est en période hors couvain. Ah, Céline m'appelle, donc peut-être qu'on va passer Ouais, sinon je passe directement par par téléphone. ton Ok. micro. Est-ce que vous l'entendez? C'est bon, ça marche? Oui, on entend à Oui, peu on près entend. quand ça marche. Ok. Bonjour à tous. Ok, désolée, non, ça bug. Ça fait que couper. T'entends là? Vous entendez ou pas? D'accord. Donc voilà, en fait, nous, on a mis en place la pratique. Non, ça bug. Si, on t'entend bien. On entend bien. On vous entend. Enfin là, non, du coup. En attendant, juste pour préciser, la pulvérisation d'acide oxalique, c'est comme le dégoûtement, sauf que au lieu d'utiliser une seringue, ça va être un pulvérisateur comme pour arroser les plantes ou quoi, mais qui va être en fait pulvérisé sur chaque phase de cadre au moment de la libération de la reine quand la colonie est hors couvain. Ah, du coup, ça se fait pas en intercadre, ça se fait vraiment sur chaque phase de cadre. C'est ça. Et on a des études dessus sur est-ce que c'est plus efficace ou pas? C'est pas mal pratiqué par les Suisses. Après des comparaisons d'efficacité, j'en ai pas en tête. Mais c'est une variante du dégoûtement, en fait. Ça revient à peu près au même. Céline? Ouais, je vous entends. Là, par contre, tu as le son dans les deux, là. Ouais. Ouais, Ça marche dépend bien. pas trop de moi. Là, je pense qu'il y a un bug sur l'installation Internet ariégeoise. Non, ça va pas. Du coup, en attendant, là, j'ai expliqué un petit peu plus précisément ce qu'était la pulvérisation d'acide oxalique par rapport au dégoûtement. Donc, voilà. Si tu peux peut-être enchaîner sur le comptage. Voilà. Ok. Allô, allô?
Anthony. Je suis désolée, mais je pense que j'ai un gros problème sur la connexion Internet de l'Ariège. Il y a dû y avoir un souci. Donc, si je peux parler dans ton micro et que tout le monde m'entend. C'est bon, c'est en ligne. Ah, super. Et je suis désolée. Et du coup, voilà. Donc, on a mis en place ce comptage systématique. On a mis en place le comptage systématique sur nos ruches au printemps 2022 et on en est assez content dans la mesure où pour cette première année, on a pu de manière assez significative repérer des colonies tête à poux. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que vraiment dans chaque rucher, on avait rucheté de 50 ruches. Voilà, on avait toujours à peu près 20-30% de colonies qui avaient un taux de pression varroa supérieur à 1 en sortie d'hiver. Et on a pu adapter nos pratiques de traitement dès le début de la saison. Et ce qui s'est révélé intéressant, c'est que dans la suite de la saison, on a clairement remarqué 2 choses. La première, c'est des mortalités d'été plus basses. On a toujours en montagne, en haute montagne, des mortalités qui sont assez inexpliquées, oui, des effondrements ou des dépeuplements. Et ça, on a clairement eu une baisse de ces mortalités de saison. Et on a également observé une baisse significative de nos mortalités à l'hivernage. En fait, c'est comme si les 20-30% de ruches tête à poux surinfestées qu'on avait détectées au printemps, c'est celles qu'on ne perdait pas le reste de l'année. Est-ce que tu peux préciser un petit peu comment tu intègres le comptage? Donc, la méthode, du coup, tu utilises le comptage à l'alcool, EasyCheck. Donc, on utilise l'EasyCheck, c'est cette petite boîte qu'il y avait sur la photo de la diapo précédente. Je mets du lave-glace. Alors, bon, je sacrifie des abeilles et c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup, évidemment. Mais c'est un comptage que je fais directement sur le rucher. J'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, ça me permet d'avoir directement une action sur mes têtes à poux au moment où je fais ma visite. J'ai pas à revenir sur le rucher. En fait, je prélève mes 300 abeilles avec l'EasyCheck. On touille. Je compte mes varrois. Et je le note directement sur la ruche concernée. Et en fait, je fais ça au moment de mes visites de printemps. Et c'est une visite où de toute façon, je lève tous les cadres et je cherche toutes mes reines. Donc, c'est important d'avoir la reine pour pas la mettre dans l'échantillon prélevé et la tuer. Du coup, c'est un gain de temps parce que j'ouvre pas ma ruche exprès pour aller compter. J'ouvre ma ruche parce que je fais ma visite de printemps et je mets mon résultat du comptage directement sur le tour. Et effectivement, les printemps ariégeois, en tout cas, on peut très vite avoir des périodes de mêlée assez fortes, que ce soit sur pissenlit ou merisier. Et c'est vrai que le comptage au sucre glace, quand ça commence à coller partout, c'est plus compliqué. Même si je tue des abeilles avec l'alcool, ça a quelque chose quand même d'assez efficace et rapide. Tu estimes à combien de temps rapporter la colonie, le temps que ça prend en fait en plus? Étant donné que la visite, je la fais déjà, le temps que ça prend en plus, c'est même pas 1 minute. C'est même pas 1 minute parce que quand je fais ma visite, le cadre avec ses grosses larves, je l'identifie jusqu'à temps que je trouve la reine. Et puis, faire l'échantillon d'abeilles, c'est super rapide. Je mets les abeilles dans l'EasyCheck. Je termine la visite de ma ruche. Je referme. Et une fois que je l'ai refermée, je touille et je mesure. Donc oui, ça rajoute à peine 1 minute. Hein. C'est vraiment rapide.
Là où il faut être judicieux, c'est d'intégrer le comptage à une visite qui nécessite déjà de chercher la reine. Parce que si on ouvre la colonie exprès pour trouver la reine, pour prélever les échantillons et faire le comptage, là, ça prend un temps fou. Voilà, et après, voilà, ce que j'aime bien, c'est que je note directement sur la ruche. Et une fois que j'ai fait ma visite du rucher et que j'ai fait tous mes comptages, j'arrive à peu près à voir quelle est la tendance du rucher. Et c'est ça que j'ai aimé avec le comptage systématique l'année dernière, c'est que j'ai vraiment identifié les 20% de ruches qui avaient un taux d'infestation un petit peu supérieur à... Enfin, on n'avait pas des gros taux d'infestation. J'étais à 2,73 varroa phorétique pour 100 abeilles dans à peu près 20% des cas. Et puis j'ai une ruche par-ci par-là qui était à 5 ou 7, mais c'était isolé. Bon, c'était évidemment beaucoup trop. Mais du coup, j'ai pu avoir une gestion immédiate sur le rucher. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on a pratiqué l'année dernière, c'est qu'on éclatait systématiquement les colonies qui avaient trop de varroa et on répartissait les cadres de couvain dans des ruchettes et on faisait des essaims. Et ensuite, toute cette ruche, la ruche mère et tous les essaims, on les changeait de rucher. Et enfin, pas la ruche mère, mais tous les essaims. Et tout le monde partait en traitement. Donc, il y en a à qui on a fait des essaims avec des introductions de cellules royales pour faire des traitements hors couvain un peu plus tard, une fois que la colonie était hors couvain, dans cette fenêtre-là. Et puis, dans d'autres cas de figure, on a fait des passages varomèdes avec le couvain pour les ruches qui avaient gardé leur reine et donc qui n'étaient pas totalement hors couvain. Mais elles, on les a vraiment réduites en population et traitées pour qu'elles sortent du circuit de production. Voilà. Est-ce que je peux dire de plus? Bah, ouais, par rapport au... Généralement, à l'échelle de l'exploitation, les difficultés que tu peux rencontrer sur la problématique varroa, du coup. Donc, tu avais... Voilà, ce qui est toujours compliqué avec la gestion du varroa, ouais, c'est de choisir un traitement. Enfin, à quel moment on fait les traitements? En plus, en bio, c'est quand même assez chronophage. Et du coup, il se pose oui, la question de l'organisation du travail autour de tout ça. C'est pour ça que quelque part, c'est quand même important de trouver des méthodes de traitement qui nous fassent quand même gagner du temps et optimiser voilà, le travail. J'essaie de retrouver, parce que du coup, excusez-moi, je suis hors ligne, mais j'essaie de retrouver la diapo. Je sais plus, Anthony, qu'est-ce que tu voulais que je dise? En gros, tu m'as dit, ouais, mercredi, hop, là, oui. Anthony, on peut peut-être procéder aux questions, puisqu'il y a quelques questions. Ouais. Et notamment, ouais, Notamment, il y a une dernière réaction là, qui est faire des essaims à partir de ruches infestées n'est-il pas contre-productif? Alors, en fait, la pratique de faire des essaims avec des introductions de cellules royales, justement, là, on écrème le varroa par le haut, dans ce sens où, en fait, en faisant des intros de cellules à J plus 7 ou 8, en fait, quand on va faire le contrôle de ponte, les nouveaux essaims, on va se retrouver avec une fenêtre hors couvain. Et là, on peut faire à nouveau une pulvérisation acide oxalique qui va toucher tous les varrois phorétiques. Et il n'y a plus de varrois dans le couvain. Donc, c'est hyper efficace.
Oui, on se retrouve en situation où on attend en effet que tout le couvain soit éclos pour traiter, quoi. Voilà. Alors, on a fait les deux méthodes. Hein, la méthode des essaims est certainement la plus efficace, mais des fois, on se retrouve quand même avec du couvain. Et là, bon, ben voilà, faut rester vigilant. Mais quand on a une colonie au printemps qui est sur 4, 5 ou 6 cadres de couvain qui est infestée de varroa et qu'on la rabat sur un seul cadre de couvain à qui on fait un traitement pendant 1, 2 ou 3 semaines, même avec couvain, et que tous les autres cadres qui dégagent de la ruche pour faire des essaims qui sont traités hors couvain, ben, je crois que là, on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de dépouillement de varroa, quoi. Et puis, il faut aussi pour compléter, à ce stade de la saison, il y a des infestations problématiques, mais on n'est pas encore en surinfestation. Ça n'a rien à voir avec on n'est pas en varrose comme on peut l'être en fin de saison. Là, c'est sûr que du couvain sur des colonies qui ont des signes cliniques déjà forts, ce couvain ne va pas pouvoir être valorisé. Mais là, ces niveaux d'infestation sont élevés, mais pas assez, ça reste, d'un point de vue valorisation du couvain, ça reste encore raisonnable. De toute façon, celles qui étaient surinfestées, elles n'ont pas passé l'hiver, concrètement. Le tri a été fait, quoi. C'est ça, et puis de toute façon, ces colonies-là, alors c'est pas toujours les fortes, hein, ça aussi, on avait des schémas un peu en tête à se dire c'est les colonies les plus fortes qui sont les plus infestées par le varroa. Bon, en fait, pas toujours. Et puis, des fois aussi, le comptage, il nous permet vraiment d'aller à l'encontre de certaines idées. Des fois, on a des couvains pas jolis et on pense que c'est le varroa et puis on fait un comptage. En fait, il n'y a pas de varroa. Donc, c'est super intéressant ces comptages pour avoir une approche sanitaire vraiment plus large et faire plein de croisements qui peuvent prendre la tête des fois, dans le sens où on ne sait plus qu'est-ce qui est dû à quoi. Mais je trouve qu'en termes d'observation de nos ruches et de ce qui se passe à l'intérieur, on gagne en finesse. Et Karine, qui a une question, tu veux prendre la parole? Oui, donc l'histoire des essaims, bah, c'est une super solution. Puis en plus, même sur la ruche mère, en fait, ça diminue énormément la pression de varroa. Donc effectivement, c'est une bonne solution. Après, je voulais savoir du coup, le résultat au niveau taux de mortalité après 1 an de comptage systématique. Est-ce que J'ai oublié de donner les chiffres. Eh bien, en fait, cette année, mon taux de mortalité, si j'enlève les quelques ruches qui sont mortes parce que renversées par des animaux, ça nous est arrivé cette année, et les quelques-unes que j'ai loupées sur le nourrissement, cette année, j'ai un taux d'hivernage de l'ordre de 8%. C'est super. Et alors voilà, donc je suis super contente de ça. Et en fait, tout le temps que j'ai pu passer à faire mes comptages en saison, à fignoler mes traitements de varroa, je ne l'ai pas passé à gratter des ruches mortes cet hiver ni à pondre des cadres. Bien sûr. Donc c'est rentable de faire des comptages. C'est complètement rentable. Ce qui est difficile d'organiser, c'est quand on a un nombre de ruches élevé, c'est d'optimiser la visite et l'ouverture de la ruche pour pas que ça vienne s'ajouter au travail habituel. Oui, bien sûr. Et après, en nombre de comptages, du coup, il n'y a que en systématique en sortie d'hiver, du coup, ou il y en a d'autres dans l'année? Alors, l'année dernière, j'ai refait quelques comptages d'appoint à l'automne sur un rucher douteux, mais juste sur un seul rucher douteux. Et là, j'ai encore dû faire une session de rattrapage. J'ai mon traitement d'été qui n'avait pas marché. Voilà. Donc, je l'ai refait à l'automne. Cette année, j'ai l'impression que d'avoir en fait éliminé toutes les têtes à poux et cette pression excessive par le haut de mon cheptel, j'ai l'impression de ne pas avoir la même pression varroa sur mon cheptel cette année. Et du coup, ce printemps, j'ai fait un traitement plus échantillonnaire
Sachant aussi que voilà, l'organisation du travail sur les ruchers était différente. Et en étant seule sur les ruches, je n'ai pas eu le temps de faire tous les comptages systématiques cette année. Du coup, j'ai fait un échantillon. Et en plus, comme j'avais beaucoup de ruches quand même un peu petites, j'ai commencé mes visites de printemps tôt. Je n'ai pas voulu sacrifier 300 abeilles sur les petites colonies. Donc, j'ai fait en fait mes prélèvements que sur les grosses, ce qui revenait à peu près à faire 10 ruches par rucher de 50. Et là, j'ai fait une estimation plus globale et je n'ai pas détecté de tête à dans ces échantillons-là. Ce que j'aimerais faire cette année, étant donné que là, j'ai fait un comptage au printemps 2023, donc j'ai fait un comptage plus échantillonnaire, j'aimerais faire un comptage systématique au mois de juin, avant les mielés d'été, pour mieux organiser mes parcours de transhumance. Parce que j'ai quand même l'impression que le varroa, même si j'ai plein de ruches qui sont à 0,2 varroa phorétique pour 100 abeilles au printemps, j'ai le taux d'infestation qui varie énormément d'un rucher à l'autre et d'une colonie à l'autre en cours de saison. Et du coup, ça, j'aimerais le retravailler pour mieux orienter mes parcours de mielés. Pour qu'on y voit plus clair par rapport à la stratégie globale sur l'année, est-ce qu'il y a une question qui va dans ce sens? Réalisez-vous un traitement systématique à une période de l'année? Alors oui, les deux traitements systématiques que je fais à la période de l'année, c'est après encagement l'été et l'hiver en période hors couvain. Nous, on est en zone de montagne, donc je n'ai pas besoin d'encager l'hiver pour être hors couvain. Mais du coup, voilà, ça, c'est mes deux périodes de traitement systématique. Et à ces deux périodes de traitement systématique s'ajoutent au cas par cas, en fonction de mes comptages, les traitements au printemps. Selon toi, une question de Gwenaëlle, est-ce qu'il serait envisageable de faire un encagement de printemps sur les colonies les plus infestées pour espérer viser une mielée d'été? Est-ce que tu verrais un intérêt? Moi, j'y verrais pas d'intérêt parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gros aléas dans les modalités de réinfestation de varroa derrière. Donc au printemps, je vois pas l'intérêt. Et puis ton tableau là avec les courbes qui montrent vraiment le décalage entre pression varroa et population d'abeilles là, avec ce pic du mois de juillet-août, je crois vraiment que c'est là juste avant, au mois de juin, qu'il y a quelque chose à faire pour vraiment déceler des ruches trop infestées un peu plus tôt. Moi, au printemps, je trouve que dépouiller les têtes à poux, c'est vraiment nécessaire. Et de le faire une fois sur tout son cheptel, c'est vraiment utile. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on a qui ne va pas. Donc ça, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Cette année, je suis déjà sur quelque chose de plus échantillonnaire. Mais du coup, avec ce comptage du mois de juin, je pense que si on ne fait pas un comptage systématique au printemps, ça vaut peut-être le coup de le faire au mois de juin. Et si on fait un comptage systématique au mois de juin, on peut peut-être se contenter d'un comptage échantillonnaire à l'autre période. Voilà. Je sais pas si je me suis fait. C'est peut-être là aussi où ça vaut le coup d'adapter, pas forcément partir sur de l'exhaustif, mais sur la base des résultats de ton échantillonnage, si sur tes 8-10 colonies, tu as des résultats relativement faibles et homogènes, là, tu peux te dire que ça va être c'est représentatif. Si sur ces 8-10 colonies, c'est très hétérogène, là, ça peut valoir le coup de pousser vers plus de comptage à l'échelle du rucher, quoi, pour faire un tri plus efficace. Et voilà, oui. Donc, c'est s'adapter tout le temps, pas forcément partir avec… C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très laborieux dans la gestion d'un cheptel. Parce que déjà que sur les itinéraires de transhumance, on a plein
questions qui se posent. Mais quand on vient croiser tout ça avec la technicité que demande le traitement varroa aujourd'hui, c'est dur, en fait. Toute cette charge-là de comment le réfléchir, comment ne pas perdre plus de temps qu'on ne perd déjà. Les traitements varroa, ils prennent un temps fou, les produits coûtent très cher aussi. Faut pas faire n'importe quoi entre le moment où on a des ruches qui vont bientôt produire et qui produisent pas encore. Enfin, c'est très dur aussi de caler ça parce que des fois, c'est intéressant peut-être de jouer sur le fait qu'une colonie n'est pas encore en production et en profiter pour faire un passage de varomètre, par exemple, avec couvain pour voir si ça... Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas perdre du temps à compter, sachant que ça coûte du temps mais pas d'argent, et après adapter réellement le traitement? Ça, c'est chacun à son exploitation qui doit jauger de cette organisation du travail qui est complexe. Et par rapport à la constitution des seins, Niels demande s'il y a un temps d'orphelinage en fait, avant l'introduction de cellules pour atteindre cette période hors couvent. Bah, là, il faut le compter. Quand on fait les introductions de cellules, c'est 7 ou 9 jours, je ne sais plus exactement, on se retrouve forcément avec une fenêtre de 1 ou 2 jours, juste avant le contrôle des pontes, où on est quasiment tout le temps hors couvain. Je trouve pas ça évident à mettre en place pour que, entre le jour où on fait les essaims, on tombe pile un jour où ça tombe pas non plus ni les week-ends. Enfin, moi, j'ai des enfants en bas âge aussi, donc des fois, le mercredi, je suis pas toujours très dispo non plus. Ça, c'est très difficile dans le calendrier de se dire, alors, à quel jour je fais mes essaims pour qu'ils soient orphelins hors couvain à telle date, et là, à telle date, il faut absolument y aller. Ça, encore, c'est un casse-tête, mais ça se fait, hein. Il faut prendre un papier, un crayon, il faut tout noter et on trouve les fenêtres. Et après, il ne faut pas perdre de vue que tout ce temps qu'on passe à réfléchir et à faire les choses pile le bon jour, en fait, on le gagne en ruche qu'on n'a pas à gratter l'hiver. Ok, merci. On peut peut-être passer à Julien. Et puis revenir après, plus globalement, échanger avec tous les deux. Ok. Attends, Julien, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis installé, Julien Bourrette, je suis installé dans l'Hérault, à côté de l'Odève, depuis 2018. Voilà, comme c'est dit, j'ai 350 colonies environ et je travaille avec des ruches, des 48 ruches en transhumance, bien sûr, et une partie du cheptel pour l'atelier d'élevage que je fais conjointement avec Michael Mage, avec production d'essaims et de rennes. Voilà, et j'ai intégré le comptage de varroa phorétique en 2021 de manière un peu, on va dire, régulière. Et donc, maintenant, je le fais systématiquement en sortie d'hiver et à l'automne en vérification, en contrôle d'efficacité de traitement. Voilà. En stratégie de lutte de fin de saison, alors il y a de l'encagement pour les ruches qui sont en montagne, on va dire. Il y a une partie de mes colonies qui vont en montagne et une partie qui finit la saison sur lavande. Sur lavande, principalement à Pivard. Encagement en montagne. Et après, en stratégie de lutte hivernale, alors cette année, j'ai encagé tout le cheptel. Donc, encagement hivernal. Je vois que c'est marqué 21 jours en octobre. Ça peut être plus long, l'encagement hivernal. C'était un peu plus long.
Et en comptage, voilà, première visite de printemps pour vérifier sur quoi on part. Alors moi, je prélève des abeilles. Donc, comme Céline, ça ne fait pas plaisir de sacrifier des abeilles, mais je pense que c'est nécessaire en fait. Par contre, je prends les échantillons et je fais tout ça à la mielerie. Et je le fais avec du savon noir. En fait, ça fonctionne assez bien. Et je fais à peu près 12 ruches par emplacement. Ça fait un quart. Voilà, normalement, c'est vrai qu'à partir de 8, on a déjà quelque chose. Mais bon, une fois qu'on y est, c'est pas plus long de faire les prélèvements, sachant que c'est intégré à la visite de printemps. Donc, après, le seul point de blocage, c'est qu'effectivement, si on fait une visite de printemps un peu tôt, qu'on a des colonies petites, ça fait toujours un peu peine de prélever. Donc, je préfère prélever, attendre un petit peu, avoir des colonies un peu plus développées pour prélever les échantillons. Et c'est vrai qu'idéalement, il faudrait prélever, il faudrait faire des comptages sur toutes les colonies. Ce serait hyper profitable. Et après, on se heurte au temps de travail nécessaire pour faire ça. Voilà, c'est quand même du boulot de le faire systématiquement. J'aimerais également le faire cette année avant de partir sur les mielés d'été. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais c'est pareil, l'année dernière, j'avais un rucher qui était en expérimentation avec la Occitanie sur le projet WinVar. Et c'était génial d'avoir pu faire des comptages avant mielé d'été. Voilà, ça permet de se rassurer quand on voit des colonies qui n'ont pas de problème apparent. Bon, on peut, voilà, les comptages montrent que ça va. On est en dessous du seuil dommageable pour ce qui est des récoltes, notamment sur la lavande. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire cette année. Peut-être à voir si on ne peut pas mettre en place des comptages avec prélèvement d'abeilles dans les hausses, qui serait plus rapide. Ça, je ne l'ai jamais fait. Ça, on l'avait testé sur un échantillon sur 2 années consécutives, 2020-2021, à peu près 300 colonies. On perd en fiabilité, mais d'un point de vue gestion apicole, ça peut être suffisant. Avec un coefficient de pondération, peut-être, c'est ce que j'avais cru voir, de 1,5. permet de voir où on en est. Il ne s'agit pas d'avoir un truc hyper précis. Là, sur cette période-là, c'est de voir si on est bon ou si on n'est pas bon. Juste, voilà. Et au printemps, c'est bien d'avoir une vision un peu plus fine, parce que comme disait Céline, au printemps, c'est pas la même dynamique du varroa. Les colonies sont quand même saines. Et plus on s'y prend tôt sur les tatapous ou sur un rucher entier pour gérer un problème, et mieux ce sera. Et moi, ça m'est arrivé je crois que c'était 2021, d'avoir un emplacement, enfin un rucher qui était clafie, quoi. Et c'était sur mielé de romarin bruyère blanche, on va dire. Et là, c'était vraiment pas bon les comptages. Et là, j'ai sacrifié le rucher de production. Mais en fait, alors est-ce que j'ai eu de la chance? Je ne sais pas. Avec les mielés par la suite, en juillet, mais ça m'a permis quand même de faire du miel en juillet avec ces colonies-là, en faisant des essaims. Donc, on va dire la stratégie, elle est à adapter. Moi, j'adapte ma stratégie en fonction des comptages de début de saison. Une question par rapport à l'encagement et sur le type de cage utilisé. Les cages qu'on appelle chinoises, qui sont pas chères, qui ont beaucoup de défauts par ailleurs, notamment la fragilité. Et le fait que ça soit un peu en accordéon, là, c'est extensible, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas l'idéal, mais ça ne coûte pas cher. Voilà. Avec Michael Mage, là, on est en train de travailler justement sur essayer de mettre au point une cage qui soit un peu mieux foutue que ça.
Qu'est-ce que je peux vous dire sur la suite? Alors, oui, les difficultés rencontrées, ouais. Ben oui. Les difficultés rencontrées, c'est toujours la même chose. C'est quand on tombe sur, quand on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? À la base, les ruches, elles sont censées produire, donc ça veut dire qu'il faut changer sa stratégie. Et c'est jamais facile de se dire, ça va pas faire de miel, je vais d'abord m'occuper de varroa. Et à partir de quand on se dit ça? Là, par exemple, en sortie d'hiver, au niveau des comptages, c'est plutôt très bon. Il y a un emplacement qui est pas terrible, mais le coup de bol, c'est que c'est l'emplacement qui est destiné à faire des essaims. Donc, le fait de faire des essaims va faire baisser la pression de varroa, on va contrarier le développement de l'acarien sur toute la saison. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Mais là, par contre, on va suivre un peu plus précisément les infestations. Par exemple, sur les 12 échantillons, moi, j'ai des têtes à poux aussi. Alors, ce n'est pas très marqué. Du coup, comme c'est le printemps et que tout le monde on a plein de boulot, j'ai rien fait. Pour l'instant, j'ai rien fait. Moi, je pense que ça peut être intéressant de faire un encagement, sur les têtes à poux, hein, couper d'arrêter la ponte et puis de faire un dégoûtement varomède ou pibioxal suite à ça. Ou la difficulté, je trouve, en fait, plus globalement, c'est d'articuler la gestion des ruches à la ruche et la gestion systématique. Soit on fait tout un rucher, soit on gère à la colonie. Et dès qu'on veut s'occuper des têtes à poux, on arrête de considérer le rucher et on va gérer telle colonie. Et ça, c'est assez compliqué pour l'organisation du travail, je trouve. Sur le rucher qui était identifié pour le renouvellement de cheptel, c'était par rapport à l'âge des rennes ou pourquoi c'était celui-ci plutôt que d'autres qui avaient envisagé au renouvellement? C'est le rucher en fait que je mène en commun avec mon associé Michael Mage. Donc c'est un coup de bol en fait. Voilà, hein, c'est un coup de bol. Voilà. Bon après on aurait pu. On peut aussi très bien se dire chaque année s'il y a un emplacement qui est pas très bon au varroa, c'est celui-ci qu'on va prendre pour faire les essaims. En fait, c'est bien de faire ça, je pense. Peut-être faire part des résultats de comptage aussi que tu m'avais partagé à l'automne là sur. Ah oui, alors en rattrapage l'année dernière, en rattrapage de traitement, Ouais. les résultats étaient plutôt pas trop mal. Et bon, forcément, il y a toujours des têtes à poux. Et donc, on a utilisé Formic Pro en rattrapage. Et ça a permis de bien réduire l'infestation. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts que je t'avais donnés. J'ai recalculé, sur l'échantillonnage, du coup, on était à 3,1% abeilles au 25 septembre. Et donc, Formic Pro appliqué le 3 octobre. Et les comptages réalisés le 26 octobre indiquaient 0,1% abeilles. Donc, ça avait quand même bien payé les colonies. Voilà, Après, sachant que y a un truc à éviter, faire attention avec le formic dans nos régions, en tout cas dans l'Hérault, c'est les périodes très chaudes, quoi. Ça peut être bien au printemps, à l'automne aussi, mais voilà, il faut bien calculer les températures prévues. Ça, c'est un facteur limitant. On peut avoir des pertes de rennes. Bon, après, avec l'encagement hivernal aussi, hein, on peut avoir des rennes qu'on retrouve mortes dans la cage. Mais ce n'est pas des pourcentages énormes, c'est tout à fait gérable. Et alors, pour le coup, je ne sais plus exactement, mais souvent, c'est des rennes un peu âgées, quoi.
Voilà, Bon, jusqu'à présent, tu fais des réunions quand tu constates une mortalité, tu fais… idéalement, il faudrait avoir des reines pour, voilà, ou faire des réunions de colonie. J'ai fait quelques réunions de colonie. Et puis, non, il y en a que… il y en a, attends, comment j'ai fait? Oui, c'est ça, si, j'ai fait des réunions, en fait. J'ai réuni les colonies. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Cette année, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Parce que j'avais des reines plus jeunes. J'ai mieux renouvelé cette année par rapport à l'année d'avant, où là, j'avais eu un petit peu plus de pertes. Mais bon, c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable. Et puis surtout derrière, voilà, en mars, au moment des comptages, c'est là qu'on voit que quand même c'est profitable. Après, on peut choisir enfin, quand on est dans l'Hérault, en tout cas, on peut choisir après de bouger les ruches pour avoir cet arrêt de ponte en hiver. Voilà, c'est un choix, hein. Mais l'année dernière, je m'étais fait avoir parce que j'avais pas encagé une partie un emplacement, parce que c'était sur un emplacement froid qui prend le vent. Et que j'avais ouvert des colonies pour faire un traitement hivernal où il n'y avait pas de ponte, il n'y avait pas de couvain. Donc, j'ai considéré que tout l'emplacement était OK. Et puis, bon, après, au printemps, en fait, j'étais pas bon. C'était très hétérogène parce que je n'avais pas ouvert toutes les ruches pour vérifier qu'il y avait un arrêt de ponte sur toutes les colonies. Voilà, il ne faut pas faire confiance au fait de même ouvrir la moitié de l'emplacement du rucher, peut-être que l'autre moitié, il y a encore du couvain. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais encager. Et ça marche. C'est un peu plus fiable. Malgré tout, on retrouve quand même certaines colonies qui dépassent les seuils ponctuellement, hein, avec ça. Voilà. Et c'est intéressant de voir sur un même emplacement des colonies qui arrivent à avoir un petit arrêt de ponte et d'autres qui ont un couvain assez gros encore en hiver, quoi. Des fois, ça ne joue à pas grand-chose, ça peut être juste l'exposition au soleil dans le C'est rucher. ça, c'est ça, c'est ça. Ça peut être de l'exposition. C'est l'entrée tournée vers le nord. Moi, je suis palettisé en plus depuis peu. Voilà, il y a peut-être une entrée qui est tournée vers le nord, qui prend le vent, des choses comme ça. L'autre qui est exposée au soleil et voilà, ça y fait. Après, il y a un facteur génétique aussi. C'est un travail. Il y a peut-être un travail, même sûrement un travail de sélection à faire là-dessus. Mais voilà, c'est difficile d'avoir des périodes hors couvain en zone méditerranéenne, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'encager. Ouais, l'encagement d'hiver, tu comptes le systématiser dans les années à Là, venir. je l'ai systématisé. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est toujours pareil, c'est vachement de temps, hein, la gestion. Mais bon, la gestion varroa, c'est énormément d'énergie et de temps. Par contre, mentalement, c'est bien de commencer la saison avec une vision du truc, quoi. On est un peu plus que je vois pas de varroa sur le dos des abeilles, ça devrait aller, quoi. Dans les colonnes? Non, il faut rien d'autre spécifique. Cédric, tu peux couper le micro. Merci. C'était pas une question. Il y a une question là par rapport au type de cage. Est-ce que tu sais s'il y a des cages qui engendrent plus ou moins de mortalité? En gros, on va dire qu'il y a 3 types de cages. Les cages Calvini, c'était peut-être les Voilà, premières, donc c'est Scalvini, la cage Mena. Donc là, c'est Mena. vraiment Ouais, non, moi, j'ai pas fait de comparatif avec toutes ces cages. Ce serait bien. a priori, Moi, le ouais, comparatif, il est par rapport. Les cages MENA, c'est un cadre entier, je crois, hein, c'est ça. ouais. Voilà, le comparatif, c'est pas le même type de cage. Et après, c'est les coûts, tout simplement. Moi, enfin, voilà, tout ce que j'ai mis en place, ça a été fait un peu à chaque fois dans l'urgence. Bon, les cages chinoises, je sais, j'avais commencé là-dessus sur une partie du cheptel depuis quelques années. Et bon, ça coûte pas cher. Et voilà, donc j'ai mis en place ça. Ça marche. Maintenant, il y a sûrement il y a sûrement mieux à faire, en tout cas. Ça c'est clair. Et j'ai cru voir passer une question sur les dates d'engagement. Et alors, les dates d'engagement, donc 2022, c'était début novembre. Début novembre. Ça peut être fait plus tôt.
C'est variable, hein. Moi, j'aime bien idéalement le faire le plus tard possible pour m'adapter, on va dire, au cycle naturel. Parce qu'en octobre, les colonies travaillent encore bien. C'est un bel automne. Voilà. Maintenant, ça peut être pondéré avec les infestations, enfin le taux avec les comptages qu'on a fait en suivi d'efficacité. Et plus on encage tôt, plus on pourra les débarrasser des varrois. Mais ce qui est bien avec l'encagement hivernal, c'est on peut attendre une période plus propice pour le décagement et le traitement. Ça peut être 25 jours, ça peut être un mois, ça peut être un mois et demi. Je me demande si l'année dernière, je les ai pas. Il y a un emplacement je crois qu'elles ont dû être encagées 2 mois, comme ça. Bon, c'est toujours. Enfin, par contre, moi, voilà, j'ai toujours un peu le stress, mais ça repart super bien. Il y a une belle dynamique après. Ouais, ça a l'avantage de ne pas être tributaire de la météo. Voilà. Après, c'est ça. Au moment où on encage, on peut choisir quand on encage. Le jour où on peut encore bosser sur les ruches. Le décagement, c'est un peu plus, c'est un peu plus aléatoire et on se retrouve au bout d'un mois, on dit bon, là, il faudrait décager. Ils annoncent 15 jours de froid. Ça bloque un peu. Bon, maintenant, on ne va pas vers des périodes comme ça, forcément. Donc, par chez nous, on trouve toujours une fenêtre pour décager et faire les traitements. Il y a une qui demande si, côté Ada, on a un retour sur les différents types de cages. Il n'y a pas eu, on parlait de comparaison vraiment sur une même expé. Après, on a testé l'encagement d'hiver ou d'été sur les différents types. On n'a pas constaté plus ou moins de mortalité avec l'une ou l'autre. Après, c'est plus le côté pratique. C'est vrai que les cages chinoises, au-delà du fait qu'elles sont vraiment à des prix très abordables, en fait, elles sont super pratiques en termes de rapidité de manipulation, en fait, surtout à la libération. On a des cages suspendues là, entre deux cadres, et juste à écarter, sortir la cage qui prend au bout de son fil. Voilà, il faut mettre un fil avec les cages chinoises quand même. C'est bien de. Moi, je m'étais fait avoir il y a 2-3 ans que j'avais commencé. J'avais commencé déjà à des cure-dents, je crois. Ouais. Donc, je l'avais piqué dans le cadre. Donc, à l'encagement, ça va vite. Mais en fait, au décagement, c'est là où c'est la galère au décagement. Parce que il fait froid au décagement quand même sur des périodes un peu. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur les ruches. Et je m'étais retrouvé à devoir enlever un cadre pour pouvoir avoir l'espace pour aller chercher la cage. C'était un peu chiant. Alors qu'un petit fil de fer là, qui est pour le suspendre entre deux cadres, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Faut faire une petite adaptation. De toute façon, cette cage, elle n'est pas idéale. Même les barreaux sont hyper fragiles. Donc, il y en a qu'on pète. Voilà. Il y en a, je sais pas, je me demande si ce n'est pas la reine qui arrive à écarter les barreaux pour s'échapper des fois. Parce qu'on a retrouvé, elle s'est barrée et il y a les 2 barreaux poussés comme ça. Et sur le traitement, tu attends la libération ou tu vas le faire potentiellement avant? Là, cette année, vu que on a fait tout le cheptel, on n'a pas perdu de temps. Hein. Ça a été dégoûtement dans la foulée. Ça a été La dégoûtement. libération, tu n'attends pas Voilà. d'être sur hors couvain, tu vas, quitte à libérer un peu plus tard. Attends, non, ça a été le traitement, je l'ai fait à la libération de la reine. Ouais, systématiquement. Voilà, systématiquement. Comment j'ai fait? Oui, on enlève la cage, on la pose on l'ouvre, on la pose sur la tête des cadres, et là, on a fait le dégoûtement, et puis après, on a libéré la reine. Voilà. Il y avait eu une question d'ailleurs sur la pulvérisation aussi d'acide oxalique sur les cadres plutôt qu'en dégoûtement ou par rapport à la présence de la reine. Mais moi, je n'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment d'effet délétère là-dessus. C'est entre un dégoûtement et une pulvérisation, je pense qu'on. C'est pareil. C'est ce qui kiffe en termes de
sur le concept, ça revient même. Il y a des questions par rapport à la durée de vie du varroa en forésie. Donc, ouais, j'ai un qui dit que c'est 2 mois. Je sais qu'à la Davora, ils avaient fait des tests d'engagement en poussant en max un peu la durée, ils sont jusqu'à 70 jours. 10 semaines, et ouais, il n'y avait pas plus de mortalité. Après, il n'y avait pas de témoins négatifs, engagement sans traitement. Donc, je ne sais pas si l'engagement seul suffisait enfin, on sait qu'il fait baisser la pression parce qu'il augmente le risque de chute naturelle, mais il y avait eu quand même un traitement acéoxylique associé. Est-ce que, selon toi, Julien et même Céline, est-ce que l'engagement automnal, ça pourrait même aller avec l'engagement d'été, en final, est-ce que ça entraîne une baisse du nombre d'abeilles pour l'hiver? J'ai pas compté. Est-ce que l'engagement implique une baisse du nombre d'abeilles pour l'hiver? Ouais, non, j'ai pas compté le nombre d'abeilles. Je sais pas. Il me semble pas. Il me semble pas. Maintenant, peut-être que c'est pas les mêmes conditions après un bel automne ou après un automne pourri. Mais non, non. Moi, je stresse toujours un petit peu avec ces engagements, avec l'engagement hivernal. Et à chaque fois, je suis ravi, agréablement surpris de voir comment ça repart, quoi. Il y a une dynamique énorme. Et puis après, au printemps, on retrouve des colonies sympas, quoi. Je n'ai pas remarqué. Alors, ce qui est important, je n'ai pas précisé. Par contre, je les remets sur entre 6 et 8 cadres. J'ai une partition et je les compresse bien. Faut bien les compresser, histoire que la cage soit quand même à un endroit dans la ruche où les abeilles vont pouvoir la prendre en charge. Voilà, donc, pas hésiter. Moi, je les mets systématiquement sur 8 cadres et moins, quoi. C'est-à-dire les plus belles colonies, même si elles sont très, très fortes, elles vont aller sur 8 cadres. Et puis après, en général, il y en a presque la moitié qui vont passer l'hiver sur 6 cadres. Ça va très bien. Ça va très bien. Même sur moins, sur des petites colonies. Sur moins. Des colonies très, très faibles, j'ai quand même encagé. En général, je mets 2 partitions isolantes, ou on peut mettre 2 partitions classiques, hein, mais vraiment entre deux partitions, là, et ça passe l'hiver. Hein, ça passe l'hiver. Il faut un minimum d'abeilles quand même hein, pour pouvoir assurer un encagement. Et sur le printemps, pour revenir aux stratégies après de rattrapage, c'est le fait de faire des essaims, d'enlever le couvain en fait sur des colonies de production. C'est pour ça que c'est bien d'agir rapidement. Moi, je me souviens que j'avais agi vers le 15 avril, quelque chose comme ça. J'avais enlevé tout le couvain fermé pour faire des essaims. Donc, comme disait Céline après, les essaims ils sont pris en charge après au niveau gestion varroa, puisqu'ils vont avoir un dégoûtement, ils vont avoir un traitement à la mise en ponte, hors couvain, vu que le couvain sera né. Et c'est pour ça que c'est bien de travailler sur des méthodes de production d'essaims qui vont faire en sorte qu'on va avoir vraiment une fenêtre assez importante pour s'occuper de varroa. Et donc, les colonies de production avaient été débarrassées de tout ce couvain fermé. Donc, on enlève pas mal le couvain quand même, mais bon, c'était une stratégie un peu de survie. Et derrière, j'avais remplacé par des cadres bâtis vides. Et j'ai fait le traitement là, donc hors couvain. Et après, elles ont eu toute la saison pour se refaire. J'ai peut-être eu du bol parce qu'après, en garrigue, elles ont quand même bossé. Et elles sont parties sur le mois de juillet. Elles ont fait du miel, quoi. Elles se sont vraiment bien, bien reparties. Et donc, ça a été hyper profitable parce que j'ai fait des essaims qui sont partis propres. Et on a vraiment fait baisser la pression sur les colonies de production. Par contre, j'ai fait une croix sur le trajet classique qu'aurait dû suivre cet emplacement. Donc, il faut pouvoir se le permettre. Enfin, voilà, il faut pouvoir se dire celui-là, il ne va pas faire de miel au printemps. 2 questions là.
Donc, question relative à la sublimation. Est-ce que tu l'utilises ou et pourquoi, si ce n'est pas le cas? Et sinon, sur Ouais, la mortalité, est-ce que tu as constaté une amélioration depuis la mise en place des comptages? au niveau des mortalités? Ouais. Au niveau des mortalités, oui, j'ai eu moins de pertes. Ouais, j'ai moins de pertes. Là, en y réfléchissant, je trouve qu'il y a vraiment une belle amélioration sur mon cheptel là depuis 2 ans au niveau virose. Je trouve que alors, je travaille conjointement avec le CETA Apidoc au niveau sélection, donc j'ai pas mal fait évoluer la génétique sur le cheptel, mais même avant ça, j'ai constaté moins de virus sur les abeilles. Par exemple, la maladie noire, ça, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je me dis que ça peut être un effet aussi d'une gestion correcte du varroa sur l'année 2022. Mais là, je n'ai pas compté, honnêtement, je n'ai pas trouvé le temps de faire des stats sur mes pertes sur l'année ou hivernale, mais je dois être à 10% maximum, grand max, cette année-là, vraiment. Non, c'est plutôt bien sorti. Bon, après, voilà, on a eu un bel automne en garrigue. Dans l'Hérault, du moins, on a eu un bel automne. Donc, je ne sais pas, est-ce que les infestations n'étaient pas énormes non plus cette année, il semblerait. Peut-être que ça joue aussi, hein, mais non, j'ai pas. Au niveau mortalité, c'est vraiment très, très, très bien. Et sur la sublimation, du coup? Sublimation, oui, sublimation aussi, oui, sublimation, seulement sublimation avec apidioxal, on fait du caramel. Donc, c'est compliqué. Donc, le dégoûtement, quand je peux faire du dégoûtement, je fais du dégoûtement. La sublimation, 2 passages en sublimation. Cette année, je l'ai fait en alternance. Seulement, on a cette problématique avec les médicaments AMM, là, qui est toujours pas réglée. Tu as plus ou moins répondu à la question de Karine aussi sur la génétique des essaims. En fait, le lien entre la génétique et le risque d'avoir des têtes à poux. Tu bosses avec la génétique du CETA Apidoc, donc peut-être que ça aussi, il y a un lien avec moins de varose sur le cheptel. Je sais pas si… Peut-être qu'il y a un lien. En tout cas, au CETA, on travaille là-dessus dans le sens où cette année, on a vraiment vérifié toutes les souches qu'on a pour voir s'il y avait un arrêt de compte. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. Après, c'est ce que je me disais, idéalement, les têtes à poux. En fait, moi, j'aimerais bien, je n'ai pas trouvé le temps, mais j'aimerais vraiment faire des prélèvements sur toutes les colonies. Vraiment, je pense qu'elle a raison, Céline, c'est hyper profitable. Et idéalement, les têtes à poux, faudrait les remérer, il faudrait changer les rênes. Peut-être qu'il y a un aspect génétique, mais après… c'est difficile de sélectionner là-dessus. Voilà, c'est quand même un boulot énorme. Je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Donc, tout ce qu'on peut faire, en tout cas, moi, en tant qu'apiculteur, un producteur de miel, basiquement, c'est de vérifier, de voir lesquels s'en sortent plutôt bien dans le même parcours de transhumance, dans un même emplacement, voir celles qui se retrouvent avec beaucoup de varroa, celles qui n'ont pas beaucoup de varroa. Et je me dis que pour une stratégie de long terme, c'est faire du comptage systématique et les colonies tête à poux, les virer en fait, les virer. Maintenant, dans la réalité, c'est pas si évident parce que sur une sortie d'hiver où on a des comptages corrects qui sont très très bien, voilà, la plupart de mes emplacements, les têtes à poux, elles sont à 0,3, 0,4 VP100. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Non. C'est pas des têtes à poux. C'est un varroa qui est tombé dans ton comptage. Voilà. Donc, voilà. Mais alors, peut-être que si j'avais fait les 48, j'en aurais trouvé une ou deux. Et voilà. J'en ai trouvé une ou deux comme ça, mais j'ai rien fait. J'ai eu la flemme.
Parce que quand tu sais, sur 12 ou 15 prélèvements, tu es à 0, 0, 0. Tu as là une qui est un peu plus élevée. Tu te dis, bah, celle-là, elle est vraiment pas terrible. Bah, flemme. On va pas y aller pour la gérer. On verra comment ça va se comporter. J'ai le numéro de la ruche, donc je regarderai à l'occasion pour voir comment elle s'en sort. Mais c'est encore une fois, ce que je disais, c'est l'articulation entre la gestion systématique et la gestion à la ruche. Est-ce que des comptages ponctuels en réalise des fois, sans partir. C'est vrai que toi, c'est particulier parce que tu ramènes tous tes échantillons. Je fais pas du tout de comptage au rucher, en fait. Ça t'arrive jamais Non, d'avoir parce un que doute j'avais fait un petit peu avec le sucre glace, mais quand il y a du vent, c'est galère. Quand il y a même une petite mielée, ça, tout de suite, ça fait des boulettes de sucre. Là, moi, ça me convient bien de tout ramener. Voilà, tout ramener. C'est vrai qu'après, je ramène tout, je remplis mon tableau, je pèse les pots. Et puis après, une fois que j'ai mes résultats, j'avise. Ça nécessite de retourner au rucher. Mais moi, les comptages, ils sont intégrés à la visite de printemps. Donc, c'est un gros boulot parce que c'est la visite de printemps. Mais bon, c'est la visite de printemps, c'est un gros boulot. J'ouvre la colonie, je vais chercher la reine parce que de toute façon, c'est la visite de printemps. On va voir si c'est toujours la même reine, si ça pond. Nanana. Dès qu'on a identifié la reine, on prélève. On prélève et c'est fait. Et après, on passe à la suite. je ne sais pas si j'ai loupé des questions. Un comptage sur plaque de fond de ruche en fin d'hiver est-il suffisant? Je ne le fais pas, ça. Je ne pourrais pas en parler. Céline, tu fais des comptages sur l'ange un peu, toi, ou pas du tout? Non, pas du tout. Là, ce que je voulais faire, mais je n'ai pas réussi à m'organiser, c'était tester après mes passages de varomède à 6 jours. Mais je n'ai pas réussi à repasser 6 jours après. Je trouve que ce n'est pas un comptage facile à mettre en place. Et à interpréter aussi, du coup. Et à interpréter aussi, tout à fait. Ouais. Il y a une remarque là, des questions concernant l'engagement. Nous, on fait l'engagement d'été. Et quand même, cette année, avec la sécheresse, je soupçonne mes colonies d'être rentrées petites de l'hiver. Et elles sortent un petit peu petites. Donc, le cumul engagement plus sécheresse engendrerait... Enfin, en tout cas, cette année, ça m'a causé une baisse de population dans mes ruches. Il y avait une question par rapport à ça, donc ça, je voulais le dire. Et puis, aussi, il y avait ces discussions sur l'engagement. Nous, on utilise les cagettes Scalvini. Et ça fait 4-5 ans maintenant qu'on utilise ça. Et clairement, les maladies dans la ruche ont nettement diminué depuis qu'on utilise les cagettes. On a beaucoup moins de petites loques européennes, on n'a jamais eu beaucoup de mycoses, mais en fait, il y a plein de petits couvains qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont. Tout ça, on n'a plus. L'engagement permet vraiment un nettoyage de toutes les cellules hors couvain que je trouve vraiment assainissant pour la colonie. Il y a une technique qui peut être pas mal aussi. Je l'avais fait sur une partie d'un emplacement sur lavande, c'est le retrait de couvain. Parce qu'après lavande, on est dans des conditions bien sèches. Il y a soit destruction de couvain et traitement ou retrait de couvain pour faire des essaims. Le retrait de couvain, ça nécessite de préparer des essaims, d'avoir des reines après pour pouvoir faire des essaims tardifs. J'en avais fait quelques-uns comme ça. C'est hyper chronophage, quoi. C'est beaucoup d'énergie. Mais c'est pas mal comme stratégie. Ça permet de ne pas faire d'encagement sur lavande, de se retrouver quand même hors couvain.
Et alors, les essaims, du coup, sont faits avec un couvain bien, bien dégueulasse, quoi, en termes de varroa. Mais en fait, on arrive à, plusieurs mois après, avoir des essaims qui sont bien remis, quoi. Parce qu'on a les premières générations qui sont, voilà, où là, on va avoir des abeilles pas belles, etc. Mais après, au printemps suivant, sur l'automne, après en fin d'automne, tout de suite, ça va mieux, quoi. Et ça, c'est une bonne stratégie dans des zones où on est vraiment dans des zones très sèches. L'engagement estival, il est assez fastidieux, je trouve, par rapport à l'engagement hivernal. Ah ouais, l'engagement estival, mais ça aussi avec la problématique du changement climatique, waouh, les conditions de travail pour cet engagement, moi cet été, j'ai engagé de 5 à 7 heures du matin. Ouais, c'est sûr qu'en plein soleil à 40 degrés et plus, c'est plus le même boulot. Et on est obligé de trouver des solutions alternatives. Après, il y avait une question aussi sur les mortalités dans les cages. Nous, à chaque fois qu'on a eu une reine morte, on avait marqué sur le toit « reine a changé » ou bien un couvain bof. C'est nos petites appellations. Et donc, à chaque fois qu'il y a une reine qui a été tuée dans une cagette, c'est une reine qu'on imaginait devoir déjà être changée. Donc, les abeilles ont fait le travail à notre place. Donc, nous, on ne change pas nos reines en début de saison et on attend de voir ce qui se passe en engagement. Ça permet de faire le tri sur... Voilà, et c'est les abeilles qui font le taf. On trouve que ça marche bien. Et dans ces cas-là, il n'y a pas un RLF directement ou c'est... Dans la grande majorité des cas, les reines pétées, elles sont pétées au bout d'une semaine d'engagement. D'accord. Et nous, souvent, on passe au bout d'une semaine pour prélever quelques cadres d'abeilles, pour faire quelques essaims. Et du coup, on regarde si la reine est vivante ou morte. Donc, à ce moment-là, on peut... soit on constate la reine morte dans la cage, et des fois, il y avait déjà une reine vierge qu'on n'avait pas encagée, ou une reine fécondée, et elles étaient à 2, mais c'est des cas rares. Ouais. Voilà. Pour Céline, c'était une question de Virginie par rapport à l'engagement de printemps, la formation des essaims de printemps. Introduis-tu ta cellule royale en même temps que le traitement à l'acide oxalique, risque de refroidissement de la cellule, ou d'abord traitement pour 3 jours après l'intro de la cellule? Comment procédez-vous? Non, là, je fais mon traitement au moment de la vérification de la ponte. Parce qu'il y a du couvain, du coup, au moment où on introduit la cellule, donc ça n'a rien de traité. Tu l'as peut-être pas bien expliqué, tu veux l'expliquer, Anthony? Bah, je sais pas si j'ai bien compris, mais ouais, pour la constitution des seins, c'est vraiment un traitement hors couvain qui est réalisé. Donc, comme dit Céline, c'est en faisant une introduction de cellules au stade J10. Donc, en gros, c'est 2 jours avant qu'elle émerge, qu'elle sorte de sa cellule. Cette cellule-là, elle est introduite 7 jours après, en général, la constitution de l'essaim. Donc, on casse les cellules naturelles pour introduire une cellule d'élevage. Et donc, ouais, à peu près 10-15 jours plus tard, on vient pour contrôler la ponte. Et là, tout le couvain qui était dans les seins a émergé. Et on a cette fenêtre hors couvain pour un traitement flash efficace, quoi. Ok. Et quand on parle de vaporisation de varomède, c'est pas franchement pratique. Un des intérêts du varomètre, c'est justement qu'il est prêt à l'emploi, donc pour le dégoûtement. Donc là, ça nécessiterait de le transvaser dans un contenant avec un vaporisateur. Pourquoi pas, mais c'est un des intérêts du varomètre, c'est qu'il soit prêt à l'emploi. Donc pour les autres médicaments, là,
peut-être les bouteilles sont plus adaptées, ou alors c'est des sachets à mettre en solution. Là, on peut avoir son petit flacon. Encore une fois, ça sera vraiment efficace en l'absence de couvain, quoi. Mais encore une fois, là, il y a un timing à respecter qui n'est pas évident. Mais par contre, l'efficacité du traitement, elle est là, quoi. Il y a Niels qui fait part aussi de la problématique de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, avec en plus une pression frelon assez élevée. Est-ce que, selon vous, là, dans ce contexte-là, vous tenteriez un encagement aussi, ou un retrait de couvain? Plutôt retrait de couvain. Moi, avec la configuration de montagne qu'on a fait dans les PO, je ne sais pas où ils sont, mais nous, on a des gros ruchers. Donc déjà, la pression frelon, on ne la connaît pas. Moi, j'ai mis des pièges dans tous mes ruchers à la sortie de l'hiver, là, février-mars, pour piéger des fondatrices. Et ensuite, avec des ruchers de 50 ruches, la pression frelon, je ne la ressens pas. Donc, c'est des paramètres que je ne connais pas. Et ensuite, l'encagement pour nous en zone, l'encagement, il est tellement efficace sur le traitement du varroa derrière que je crois que où qu'on soit, cet engagement d'été, il doit être pratiqué. Et après, c'est à nous, avec nos observations d'apiculteurs, d'adapter peut-être de peut-être re-stimuler un petit peu au moment de la libération, redonner un petit coup de sirop. Nous, on ne le fait pas, mais je commence à m'interroger sur ce type de pratique pour vraiment relancer la ponte s'il y a sécheresse. Mais je crois qu'on soit cet engagement d'été, il mérite d'être fait. Ok, merci. On arrive à 10 heures. Ouais, je voulais juste Ah. prendre la parole pour dire que dans une formation récente, l'encagement ne se fait que sur des colonies fortes. Et ça, il faut bien le préciser. Je pense que c'est très important de ne pas faire de l'encagement sur des colonies faibles, quoi. Ouais. Oui, ça c'est bon, c'est évident. Ouais. Il faut aussi savoir pourquoi elles sont faibles. Si c'est varroa, là, ça vaut le coup de faire un encagement, mais pas pour un traitement flash d'arrière. Si elles sont déjà en face des populations dues à varroa, l'encagement peut être intéressant, mais associé à un traitement longue durée, type apivar ou quoi, c'est peut être un moyen de les sauver, parce que le traitement seul, dans ces cas-là, en général, si c'est vraiment une surinfestation, il ne permettra pas aux colonies de relever la tête, quoi. Même sans aller au hors couvain, 15 jours d'encagement en début d'application d'apivar, ça peut permettre de sauver quelques colonies qui sont faibles dues à varroa, quoi. Ça sera confirmé dans peut-être un projet là qu'on a déposé en début d'année, là, mais en tout cas, la lutte biomécanique elle peut être aussi associée à des traitements longue durée dans des cas de surinfestation. On va essayer de creuser la question, mais ça semble prometteur. Juste avant de quitter et de conclure, juste pour rappeler qu'il y a une application développée par l'ITSAP qui s'appelle VaroAppli, qui peut permettre d'avoir un petit compte personnel et suivre ses niveaux d'infestation donc de ces ruchers. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un petit peu ce suivi personnel, mais il y a aussi l'intérêt de partager, mutualiser toutes les données. Tous les utilisateurs, en fait, vont permettre d'alimenter la base de données nationale varroa photique pour son abeille. Et donc, il y a un intérêt personnel et collectif à ce genre d'outils. Je ne sais pas s'il y avait des dernières questions de dernière minute ou si je passe vraiment à la conclusion. Irène, on est comment? Oui, je pense qu'on peut conclure. On peut conclure. Donc, merci beaucoup à Céline et Julien pour leur témoignage. Et je rappelle qu'il y a donc les prochains rendez-vous du sanitaire apicole en Occitanie qui sont déjà programmés. Donc, le 12 mai, Karine nous parlera de l'Observatoire des mortalités
et l'affaiblissement des abeilles qui va se mettre en place en Occitanie. Ça a été reporté, initialement c'était prévu en mars, il me semble. Et donc, il y aura aussi le 23 juin et le 20 octobre donc, des webinaires sur le manque d'efficacité de certains médicaments contre Varroa destructor et le système de déclaration de pharmacovigilance. Et en octobre, donc, le travail de sélection sur la résistance de Varroa, à Varroa, pardon. Donc, avec une intervention d'Arestabil Research, donc avec Sacha Dop. Voilà, merci à tous. Encore merci Céline et Julien. Et puis, Merci à vous. bon Merci travail sur les beaucoup. ruches. C'était très intéressant et super d'avoir voilà, le témoignage d'apiculteurs. C'est du concret et c'est très bien. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup à vous.